Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement consacré à l'équipe nationale, retour sur le match contre l'Égypte, match nul, un but partout. On reviendra sur ce rassemblement qui s'est terminé par ce nul contre l'Égypte, mais une victoire contre le Cap-Vert. Quel enseignement tiré de ces deux rencontres du mois d'octobre et une projection sur le mois de novembre avec le début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Des hauts et des bas consacrés au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera au mois de janvier prochain. On reviendra également sur cette polémique Youssef Attal qui s'exprime, la liberté d'opinion, la liberté de penser qui est condamné en France, Youssef Attal qui fait l'objet d'une très grosse polémique. Et puis on reviendra sur les entraîneurs. Paqueta, c'est fait. L'USMA d'Alger devrait annoncer dans les prochaines 48 heures son nouvel entraîneur. Quelle nationalité? Ça sera un étranger, ça a été affirmé par le club. Aujourd'hui, on en parlera avec notre invité Toufiq Qureshi. Bonsoir Toufiq, vous êtes le directeur sportif à l'USMA d'Alger. C'est manager sportif à l'USMA d'Alger. Bonsoir Toufiq, merci d'être avec nous. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar. Eh bien, merci tous deux. On est ensemble pendant 45 minutes pour justement débriefer et puis aller sur l'actualité du football, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est ce match contre l'Égypte. Un but partout, score final. Slimani qui égalise dans le temps additionnel. Une équipe égyptienne qui a évolué à 10, rappelons-le, dès la 23e minute de jeu. Mais une équipe égyptienne, à l'exception des 10 premières minutes et des 10 dernières minutes, qui a posé d'énormes problèmes à notre équipe nationale, qui n'a pas trouvé les solutions, si ce n'est vers la fin. Pourtant, en infériorité numérique, avec un milieu de terrain complètement désorganisé, une défense en difficulté, un Mandrea, ça a été le tournant du match, il aurait pu avoir 2-0, il sauve l'action et on égalise. Alors, on va revenir sur ce match. Première impression tout d'abord, Toufiq Qureshi. Quelle impression vous a laissé cette rencontre sur la prestation du 11 national? Donc pour ma première impression sur ce match, c'est que une des rares fois où on rencontre des équipes de ce niveau-là. C'est la deuxième fois, il y avait le Sénégal. Il y avait le Sénégal, mais avec l'Égypte, c'est beaucoup plus. Le match, il a beaucoup plus un caractère de derby. Donc quelque part, il y a une petite rivalité entre ces deux sélections. C'est vrai que il y avait beaucoup d'engagement sur ce match, mais si on parle sur le plan tactique, je pense que notre équipe nationale n'a pas été plus à l'aise en termes de production et en termes de choix tactiques sur le terrain, en face d'une équipe qui était vraiment bien organisée, très solide, et surtout après la sortie du défenseur droit. Donc, mais je pense, il y a beaucoup de gens qui ont parlé que le coach aurait dû opter pour des changements ou pour des changements en termes de joueurs. Changement tactique déjà. Tactique, peut-être avec le remplacement de certains joueurs. Mais comme vous le savez, l'expulsion, c'était à partir de la 27e minute. 23e, je pense. 27e minute. Donc il restait presque 18 minutes de jeu. Je pense qu'il a pensé beaucoup plus attendre la deuxième mi-temps pour apporter ces changements. Si c'était au début, je pense qu'il fallait opter pour un changement tactique et peut-être avec la sortie d'un joueur. Mais pourquoi à l'entame de la seconde mi-temps, il n'y a pas eu de changement à l'entame de la seconde mi-temps? C'est ça. Bon, je n'ai pas vu complètement la deuxième mi-temps puisque j'avais des obligations professionnelles. Mais logiquement, à mon avis, après la sortie, donc une équipe qui joue à 10, on ne va pas rester avec le même choix tactique. C'est-à-dire la même animation. Animation, on peut la faire même avec 10 joueurs, avec 9 joueurs. Mais beaucoup plus en termes de schéma et de joueurs, la tendance des joueurs. Donc on jouait, depuis le début, on jouait avec 4 défenseurs. Il y avait 2 milieux de terrain, c'était Zarouki et Fourouli. Et il y avait Chaibi qui était derrière Gouiri. À droite, il y avait à gauche Merrahma et à droite, il y avait Mahrez. Donc, on a commencé presque avec un 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, c'est-à-dire on a rempli le milieu de terrain, c'est une bonne chose. On jouait avec 5 milieux de terrain, mais dans l'animation offensive, ça aurait été, à mon avis, ça aurait été mieux que Fourouli se projette vers l'avant. Il n'arrivait pas à se projeter. Pardon? Il n'arrivait pas à se projeter. Tout à fait. Et Amine Gouiri n'a jamais eu de ballon. Tout à fait. Il était presque un petit peu isolé. Mais on aurait aimé, moi personnellement, j'aurais aimé voir Fourouli à la place de Chaibi.
Donc Foley, maintenant, c'est un gars qui a gagné en maturité, c'est un gars qui est capable d'animer le compartiment offensif. Ça n'a pas été fait et ça a été un petit handicap par rapport à la maîtrise du jeu offensif de notre équipe nationale. Sidi Ahmed Khaddis, quand l'Égypte jouait à 11, disons-le, avant l'expulsion, on a mis de la pression, on a attaqué, on a asphyxié cette équipe égyptienne pendant un quart d'heure, 18 minutes. Ouais. Mais à 10, on a été asphyxié, les meilleures occasions de but étaient égyptiennes. Il y a eu la barre transversale, il y a eu le tir. L'occasion de Salah. C'est l'occasion de Salah. Ouais. Il y a eu le tir de Trezeguet. Il y a eu également une nouvelle occasion, si ce n'était Ben Sebaini, ça aurait fait le but. Sur la ligne, il a fait un super match. Comment vous l'expliquez ? Je pense que déjà, psychologiquement, après la sortie, on avait fait une bonne entame de match, avec, comme l'a dit Tofek, en 4-2-3-1. Le milieu était bien en place, ça circulait bien, même dans l'animation, on arrivait à se retrouver. Il y avait du jeu en triangle. Par la suite, je pense que cette désorganisation de l'Égypte nous a un peu mis en difficulté. Pourquoi désorganisation ? Moi, je ne les ai pas trouvés désorganisés. Désorganisation par rapport à l'infériorité numérique. À l'infériorité numérique, oui. C'est-à-dire qu'on a laissé Salah seul devant et le changement qui a été effectué, il y a eu 2 lignes de 4 pour défendre et Salah seul devant et on se projetait à chaque fois que Salah avait le ballon. C'était un peu un point d'appui pour les autres attaquants qui étaient à côté. Mais je pense qu'à l'inverse, on avait l'impression sur la deuxième partie de la première mi-temps, de la 27e minute jusqu'au coup de sifflet de la première mi-temps, que c'était l'Algérie qui jouait à 10. Tellement on est revenu en arrière, on a laissé, au lieu d'aller encore presser cette équipe et ne pas la laisser développer son jeu, je ne sais pas pourquoi, on a fait l'inverse. On a reculé, on a laissé des espaces aux Égyptiens. Ils arrivaient à se retrouver entre les lignes. D'ailleurs, l'action dont vous parlez que Ben Sebaini a sauvé sur sa ligne, c'était sur… Milieu de terrain, dans l'intervalle. Exactement, c'était une passe dans l'intervalle de 20 mètres qui a mis à défaut et là, pratiquement tout le milieu de terrain. Il y avait des espaces au milieu. Beaucoup d'espace au milieu de terrain. Mais c'est là que je rejoins Tofek Qureshi. À mon avis, Jamel Belmadi aurait dû effectuer un changement et bien avant la mi-temps. Bien sûr. Juste les 5 minutes qui ont suivi. Tofek, lui, il dit c'est compliqué, il reste 13 minutes, 15 minutes. Je pense qu'il a pensé de patienter un petit peu et voir, voir l'évolution. Oui, mais il ne fait pas le changement à la reprise. À la reprise, il n'y a pas de changement. Il ne le fait pas. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait, c'est mon point de vue. 5 minutes après le carton rouge, je vois comment cette équipe d'Égypte va procéder, le changement qu'ils effectuent, et je m'adapte en fonction. C'est une lecture du match que je dois faire au moment T, à l'instant T, tout de suite s'adapter à la situation, parce que ça peut être une situation qu'on pourrait retrouver lors des… ce n'est qu'un match amical. C'est un match de préparation. C'est un match amical, mais c'est un match de prestige. C'est un match de préparation. De préparation, justement, de prestige. Pour voir ce qu'on peut. Et attendez, de classement apporter. FIFA également. Oui, ça c'est anecdotique. Mais c'est pas anecdotique. Ça va compter à un moment donné. Oui, ça va compter pour les prochaines échéances. Oui. Je suis d'accord. Mais par contre, quand c'est un match de préparation, je pense que l'idéal, ça aurait été de s'adapter à la situation et d'essayer de trouver des solutions. Même si on doit changer et jouer différemment, ça pouvait peut-être porter ses fruits juste avant la mi-temps et peut-être en début de seconde période. Le problème qui se posait chez notre équipe nationale, c'était beaucoup plus, il n'y avait pas vraiment une bonne animation offensive. Il n'y avait pas une maîtrise. Dans le cœur du jeu, on n'y était pas. Il n'y avait pas une maîtrise en termes de jeu offensif. Donc, après l'expulsion du joueur, ça aurait été mieux de donner des consignes à Foroli, de se projeter vers l'avant. Augmenter le nombre de joueurs qui participent sur le plan offensif. Et Foroli, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un gars qui est capable d'animer le jeu offensif près des buts de l'équipe adverse. Chose qui n'a pas été faite. Et on est resté toujours avec Foroli Zerouki derrière. Donc on s'est privé quelque part d'un élément. Il y avait trop d'espace. D'une part. Et on s'est privé d'un élément qui était capable de trouver la solution à ce problème offensif, à cette animation offensive. Et entre guillemets, on l'a condamné au niveau du milieu de terrain pour participer beaucoup plus à la récupération. Ça,
c'est un avis juste. Je vais juste Notre point faire la faible comparaison, aujourd'hui, Ahmad. c'était le milieu de terrain. C'était le milieu de terrain, C'était le parce milieu de que terrain. on le voyait clairement, vous l'avez dit, il y avait beaucoup d'espace entre les deux récupérateurs qui étaient Zerouki et Ferroli et l'animateur du jeu. Chaibi était un peu perdu aujourd'hui. Mais Pourquoi parce que qu'il a les pas été Égyptiens ont également coupé exercé un pressing. complètement les Et qui lignes de l'a fait? transmission. C'est Elneny Eh oui. qui était au marquage individuel sur Chaibi. À chaque ballon que Chaibi touchait, tout de suite il y avait Elneny et on l'a vu sur tout le match, durant tout le match, tout de suite à la récupération du ballon, quand les Algériens avaient le ballon au milieu de terrain, il y avait un pressing de Elneny sur Chaibi pour l'empêcher de développer son jeu et tout de suite il y avait le pressing d'un autre joueur égyptien qui était toujours en supériorité numérique. Je vais faire une petite comparaison. Le but, il le marque en 3 touches. Ouais. 3 touches de balle. C'est pour vous dire. Le but égyptien, oui. Non, c'est sur une balle Sur arrêtée. une balle arrêtée, Ouais. déviation, la troisième, c'est Bon, dedans. Et justement, si on parle du but, j'allais faire une petite comparaison, mais vu que vous parlez du but, je vais encore revenir sur ce but. Je trouve qu'il est pas. Tofek est là aujourd'hui pour le confirmer. C'est impensable et insensé de prendre un but sur balle arrêtée alors qu'on est en supériorité numérique. Pour moi, c'est inacceptable à ce niveau-là. Il n'est pas tout à fait convaincu. De laisser deux joueurs seuls au second poteau alors qu'on est en infériorité numérique et le coup de pied arrêté, il aurait été près du but. J'aurais compris. C'était loin. Il y a le mur, il était très loin, il était à 40 mètres. Donc je trouve ça inadmissible à ce niveau-là de prendre un but sur balle On va arrêtée poser la alors question qu'on à est Tofek. Qu'est-ce que vous dites en supériorité numérique. Vous confirmez ou vous infirmez? Non, sur les balles arrêtées, on ne peut jamais être en supériorité numérique. Dans une défense d'une équipe adverse, l'équipe qui est en défense, c'est elle qui est toujours en supériorité numérique. C'est ce Et que donc, je dis. des fois, malgré ça, des fois, on encaisse des buts sur des balles arrêtées avec une équipe qui est en infériorité numérique sur le plan offensif. Oui, c'est-à-dire que le nombre de joueurs n'importe peu. Moi, je dirais beaucoup plus, c'est un problème De concentration. de marquage et de Ouais. concentration. C'est ce que je Donc, même à égalité numérique, si on est concentré et on assure, on fait un bon marquage, donc on va empêcher l'adversaire de toucher le Mais ballon. on est d'accord, Tofek, à ce niveau-là. Donc je reviens sur Nenni et à ce Chaibi. niveau-là, Tofek, à ce Ouais. niveau-là, sur les coups de pied arrêtés, on est d'accord que parfois, sur des matchs comme ça, quand on tombe sur un os comme l'Égypte, on va en rencontrer en Coupe d'Afrique, c'est vraiment des erreurs de débutants de prendre un but sur balle arrêtée. Ça peut se jouer sur un détail. Maintenant, le football, dans le football moderne, tout le monde travaille sur le volet tactique. Ouais. Donc maintenant, les gens travaillent sur les détails. Et les détails, C'est ce que vient de les dire, balles les arrêtées détails. font partie des détails. Ouais. Donc des fois, il y a un blocage sur... Tout le monde fait de la vidéo, tout le monde analyse le jeu de l'équipe adverse. Tout à fait. Il essaye de proposer des solutions par rapport au jeu de l'équipe adverse. Mais sur le terrain, même l'adversaire, il étudie un peu notre manière Vous de voulez jouer. revenir sur Annini? Donc je parle par rapport à Chaibi. Et je reviens encore sur Fouhouli. Donc ils ont compris que Chaibi, c'est lui qui va mener un petit peu le jeu offensif de notre équipe. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la projection de Fouhouli aurait créé Donner des beaucoup plus solutions. de difficultés, des solutions et des difficultés à l'adversaire. Et Messieurs, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, à un moment donné, où on est en supériorité numérique, peut-être revenir Jouer à 3 défenseurs. jouer Peut-être, parce qu'il y à avait 3 Salah qui était défenseurs, seul voilà. devant. Ça, Attention. il y a cette option-là, ou peut-être Bon, l'option tu pour revenir. jouer à 3 défenseurs, c'est Il n'a pas, autre beaucoup- chose. il a pas l'habitude. Mais non, c'est pas sur ce terrain-là que j'allais. Peut-être revenir à une sentinelle. Oui, c'est ce que je disais. Et avoir c'est ce qu'il a deux- dit. Avoir Fouhouli qui se projette vers l'avant. C'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure, te faire Et on pardon. revient, tu m'excuses, on revient à un 4-1-4-1. Voilà. Donc quand Chaibi et Fouhouli ils sont devant, à droite c'est Mahrez, à gauche Benrahma. c'est Benrahma et Fouhouli et Chaibi. Guiri en pointe. Donc on revient sur le plan offensif, un 4-1-4-1. À la perte de balle, donc c'est les reviennent. 4 joueurs qui vont revenir au milieu et on va défendre avec presque 9 joueurs. 5 au niveau du milieu de terrain et 4 défenseurs. Je voulais Chose qui revenir n'a pas sur été faite. le match face au Cap-Vert. Attendez, On a joué- je vais- juste pour faire la petite comparaison, Awar avait marqué un superbe but face au Cap-Vert sur une passe de Attal. Tout à fait. Comment il l'a marqué? En se projetant et en prenant l'espace. Il y avait un couloir qui était vide entre le latéral
et le défenseur central. Le défenseur central ne pouvant pas intervenir parce qu'il y avait un attaquant de pointe qui était avec lui, c'était Islam Slimani. Mais vous créez le surnombre. Exactement. Voilà. Donc c'est ce que n'a pas fait, comme Et là, le dit on n'a Tofek, jamais créé le c'est ce que surnombre. n'a pas fait Ferroli sur ce match. Je Ou sais peut-être pas sur les si- 10 dernières minutes, si. Sur les 10 dernières minutes. Sur les 10 dernières minutes, c'était plus un réveil, un sursaut d'orgueil. On ne voulait pas perdre ce match. Messieurs, moi je voudrais avoir, parce que le téléspectateur qui nous regarde, il y avait deux joueurs, deux stars, deux grandes stars du football mondial. D'un côté, Mahrez, et de l'autre, et les deux avaient le brassard de capitaine, Mo Salah. Moi je voudrais revenir avec vous, on a vu aujourd'hui l'influence sur ce match-là, sur leur équipe. Mo Salah, je pense qu'il a été déterminant, on l'a vu. Beaucoup plus influent. Déterminant, Dans le leadership, influent sur le jeu. En revanche, Mahrez, il est timide. beaucoup moins. Comment est-ce que vous l'expliquez, messieurs? Moi, je le je disais. peux l'expliquer par la position des deux joueurs. Donc, Salah, il était beaucoup plus au milieu de terrain. Il était un peu partout, il touche. C'est-à-dire que le jeu est focalisé sur lui. Tout à fait. Un nombre très important de ballons. Tandis que Mahrez, il avait beaucoup plus un rôle de joueur dans le couloir. À un moment donné, il a libéré le couloir. Bon, il a libéré le couloir pour laisser Attal. l'espace à Attal. Là, c'est un travail tactique. Mais son rôle, c'était beaucoup plus de rester dans le couloir droit. Alors qu'on a remarqué Salah, il avait beaucoup plus de liberté de se déplacer sur le terrain. À chaque fois, là où il a le ballon, il est présent pour toucher le ballon, ou peut-être pour recevoir le ballon et animer le jeu offensif de l'équipe. Donc, ils avaient deux rôles différents. C'est pour cette raison qu'on a vu beaucoup plus Salah présent. Ah, il prenait 2-3 joueurs, contre- il y avait 2-3 joueurs au marquage sur ça. Là, sur ce que dit Tofek, je suis d'accord sur le fait qu'ils aient deux rôles différents. Mais au-delà de la position des joueurs, c'est-à-dire que peu importe, ce sont deux joueurs à vocation offensive qui doivent trouver les solutions offensivement. Je vais dire ça avec beaucoup de retenue. Quand on voit Pourquoi de la retenue là chez les freins? Non, avec beaucoup de retenue parce que c'est un joueur talentueux. Quand on prend individuellement sur les qualités intrinsèques Salah et Mahrez, Mahrez est loin devant. Et c'est un débat qui revient depuis des années, surtout en Première Ligue. Quand les deux jouaient en Première Ligue, on avait tendance à faire cette comparaison parce que les deux étaient arabes. Donc je reviens Il y sur avait ça. la rivalité Beaucoup de rivalité. algéro-égyptienne. Exactement. Et comme je dis, si on prend les qualités intrinsèques, pour moi, techniquement, dans tout ce qui est jeu, animation, Riyad Mahrez est loin devant Salah. Mais là où je dis ça avec beaucoup de retenue, c'est que quand on voit Mahrez jouer avec l'équipe nationale, on a l'impression qu'il est nonchalant, que c'est un joueur qui est sur la retenue, qui a le frein à main levé, il ne se donne surtout sur le leadership. On le voit, Salah, à chaque fois qu'il prenait le ballon, c'était des décisions qu'il prenait. Il prenait le ballon, il prenait ses responsabilités. Il y avait 2-3 joueurs sur lui, il ne perdait pas le ballon, il ramenait des fautes. Et même en infériorité numérique, c'était un poison pour notre Ça a défense. été un poison. Alors que Mahrez, de l'autre côté, n'a pas cette... Il a eu un ou deux sur des deux contrôles de balles. Oui, mais c'est Mais timide. Je pense, Mohamed, je suis entièrement d'accord avec Sidi Ahmed, mais seulement la raison principale, c'est qu'ils avaient deux rôles différents. L'autre, Salah, il avait un rôle beaucoup plus de meneur, et quand on est meneur, on reçoit le maximum de balles, tandis que Mahrez, c'était beaucoup plus un rôle d'attaquant dans le couloir droit. Donc, il reçoit des balles pour aller attaquer la défense adverse. Tandis que Salah, c'était beaucoup plus l'animation du jeu. Et c'est pour ça qu'on a vu Salah tout le temps présent, il est un peu partout, à gauche, à droite, au milieu c'est du terrain. un Il va poison. chercher Donc les c'est la raison qui nous a poussé à dire peut-être qu'il est beaucoup plus, Salah était beaucoup plus présent durant ce match, en le comparant par rapport à Mais, Mahrez. Oui. Juste une dernière question à Tofek. Quand on voit aujourd'hui Mahrez jouer, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Mahrez ne fait plus de différence? Attends, en termes de En un contre un, en termes performance. En termes de performance, il a régressé. Voilà, je Il a parle de régressé. performance. Ah ouais, Aujourd'hui, ouais. Salah, Là, je suis- quand il prend le ballon, il peut dribbler deux joueurs, faire le Mais décalage vous pour un avez vu autre joueur. l'occasion, la barre transversale. Maintenant, non, Maintenant, c'est En une touche de balle et en déviation. Là, c'est une autre question. Quand on pose la question, est-ce que Salah est plus performant que Mahrez? Moi, je suis entièrement d'accord. Oui. Mais en termes de rôle. présence Ouais, de et rôle. de rôle, c'est les rôles qui différent. ont fait que on a vu beaucoup plus Salah toucher le maximum de balles. Mais maintenant, si on pose la question en termes de performance, on peut dire que Salah était plus performant que Mahrez. Messieurs, un Ben Sebaini XXL. hein. Ah oui.
Ah, moi, il m'a impressionné depuis. Ben Sebaini et Mandrea également, parce qu'il a un arrêt décisif. Mandrea, il confirme. Il nous laisse, Mandrea nous laisse en vie dans le Oui, match. oui. Sur Le 2-0. l'occasion du 2 buts à 0. oui. Non, mais et encore une fois, c'était sur une passe décisive de Mahrez. Donc de Mo de Salah. Salah. Voilà. Donc on revient aussi à l'implication de Mo Salah dans le jeu Très bien, égyptien. Ben Sebaini. Après, Ben Sebaini, depuis qu'il a signé à Dortmund, j'ai suivi un peu en Champions League. J'ai vu le match face au PSG, même s'il n'était pas rentré titulaire. Ensuite, en championnat, en Bundesliga. Franchement, c'est un joueur. Et c'est vraiment une fierté de voir Rami Ben Sebaini à ce niveau-là. C'est un joueur qui sort du championnat national, qui n'a cessé de gravir les échelons, qui a progressé, qui a travaillé. Et aujourd'hui, c'est, moi, je dirais, un Ben Sebaini classe mondiale. Il n'a rien à envier à d'autres joueurs, d'autres sélections du top 10 mondial. Vraiment, il joue avec une aisance. En plus, vous savez de quoi vous parlez, puisque Clairement. Non, axial. mais quand je le vois jouer C'est votre poste. sur les couvertures, sur son aisance technique, les sorties de balles, la tranquillité, les duels défensivement, sur le jeu-tête, il est bon. Franchement, il lui manque peu de choses pour être l'un des meilleurs au niveau mondial. ce que vous dites, vous rejoignez. Bah, je rejoins. Très bien, Ahmed, puisque vous bien rejoignez. sûr, c'est un joueur qui a gagné en maturité, qui a gagné en confiance. La preuve, il joue dans un championnat qui est vraiment à un niveau très élevé. Et encore, dans ce championnat, il est toujours performant, il s'impose. Je pense, je rejoins Sid Ahmed quand il dit c'est un joueur maintenant de classe mondiale. Je suis entièrement Il y a d'accord. encore Et un aspect à faire. le plus important, c'est que ce joueur, il ne fait jamais de différence entre un match de préparation et un match officiel. Tout à fait. Tous les matchs. Ah, il est à 100%, lui. Ah oui, il est tout le temps Sans à 100%, calcul. à Par 100%. contre, il y a un aspect sur lequel, s'il nous regarde, je dis Rami, c'est un aspect sur lequel il doit vraiment travailler et il doit progresser. Il rouspète trop avec les arbitres. Ça, c'est ça. Ça, Ça, c'est sa nature. son péché. C'est son péché mignon, mais Son c'est sa péché nature. mignon. Il devrait limiter un peu Messieurs, pour de avancer. discuter avec les arbitres. Alors, les Égyptiens, ils ont marqué, ils ont beaucoup travaillé sur le côté droit de leur attaque. Ouais. Le côté gauche de leur attaque. pardon. Côté droit de notre Et le défense. côté droit de notre défense. Attal, aujourd'hui, n'était pas au mieux défensivement. Bah, et Attal, depuis un bon bout de temps, ce n'est plus l'Attal Peut-être la qu'on crise connaît, qu'on connaît avant qu'il a les connue ce blessures. week-end. Donc Attal, avant ses blessures, ce n'est plus le Attal qu'on connaît après son retour de ses fréquentes blessures. Mais aussi, sur le plan offensif, je pense qu'il est beaucoup plus porté sur le jeu offensif. Tout à fait. Et il oublie son rôle principal de défendre. Tout à C'est pour ça qu'on a constaté que l'équipe égyptienne a opté sur le. a opté pour ce qu'on appelle leur circuit préférentiel, c'était notre côté droit Avec, et le et côté d'ailleurs, gauche. Trezeguet Et le côté- est parti à gauche. Tout à fait. Parce que deux fois, il s'oublie, il participe sur le plan Il revient pas. offensif. Non seulement qu'il ne revient pas, mais sa couverture n'était pas assurée. N'était pas assurée. C'est pour ça que on a constaté. Les Égyptiens, ils ont préféré beaucoup plus passer beaucoup plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Après, c'est un latéral moderne, comme ce qui se fait un peu aujourd'hui au niveau international. Et Je peux vous les citer. Hein. on les constate. Mais ils reviennent. Les latéraux Ils modernes, mais par contre, non, ils reviennent. Lui aussi il revient, mais ils sont mauvais défensivement. C'est-à-dire qu'ils sont plus portés vers l'offensif et à donner des solutions aux Là, il s'est fait prendre. coéquipiers. Et là, il s'est fait prendre. Hein, Et il sur se le fait match. prendre à chaque fois défensivement. On le voit. Heureusement que sur quelques actions, il y a eu la couverture de Mandy sur ce côté, mais ça peut nous porter préjudice à l'avenir, surtout Et en des vue fois, des sur échéances. son côté, si Logique. vous avez bonne mémoire, on s'est retrouvé en des 2 contre 1. Ouais. 2 Égyptiens contre un Algérien. Algérien. Parce qu'il y avait seul Une Bondy qui défaillance, revenait, une défaillance, il y avait tactique. 2 Égyptiens. Ouais. Et le but, regardez, il y a eu une action de but sur la frappe de Mo Salah. Non, c'était sur la frappe de Trezeguet que Mandrea a sorti. Et Mo Salah également sur sa frappe. Il y a 2 Égyptiens. Ouais. Et il y en a un qui laisse passer le ballon et vous qui avez va vu dans le après. dos. Voilà. Je voudrais revenir également, est-ce que l'entraîneur national, il y a eu le Cap-Vert et il y a eu ce match contre l'Égypte avec des changements au milieu de terrain. On a vu Guiri perdu, hein, complètement perdu. Aujourd'hui, oui. Complètement perdu, mais ce n'est pas de sa faute, il n'était pas alimenté, il n'avait pas de ballon. Est-ce qu'il est à la recherche de son 11 type? C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Sur ce qu'il est en train de faire. Nous sommes à la veille de la CAN de la Côte d'Ivoire, donc. Et il y a les 2 matchs avant, tout à fait. les éliminatoires. Il ne reste que 2 matchs au mois de novembre.
moi j'aurais aimé voir les 13, 14, 15 joueurs sur qui il peut compter en Coupe d'Afrique. Mais ces changements, il a fait beaucoup de changements, donc il a voulu faire participer beaucoup plus les joueurs, alors ou peut-être donner un volume de jeu à certains joueurs, mais ça aurait été mieux, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il pense lui, mais ça aurait été mieux de donner beaucoup plus un volume de jeu et des automatismes au groupe du joueur qui va entamer la Coupe d'Afrique. Enfin, du moins les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est dans un mois. Donc pour vous également, partagez. Oui, je pense, mais il y a aussi le fait, on le disait la semaine dernière, Mahammar, ce rassemblement du mois d'octobre serait peut-être le point final pour certains joueurs d'être présents pour les 2 matchs des éliminatoires et pour la CAN. Et aujourd'hui, quand on voit la prestation de certains joueurs sur ces 2 matchs-là, il y a beaucoup de déceptions. Il y a des joueurs qui sont passés à côté. Vous pensez à qui ? Je pense à Ben Rahma, qui n'arrive toujours pas à s'affirmer, à s'imposer, à être le Ben Rahma. Ben Rahma, j'ai été étonné dans les 1 contre 1, il passe pas. Ouais. Et contrairement à ce qu'il fait en club. Ouais, en club, il est très, très performant en 1 contre 1. D'ailleurs, c'est sa force. Il a cette explosivité. Je ne sais pas, en équipe nationale, il a du mal. Il y a peut-être un petit blocage psychologique, je ne sais pas. Alors rapidement, je me tourne vers vous, Toufiq Kolichi, il y a eu cet incident à la sortie de Ben Rahma avec l'entraîneur national. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, ça a fait le tour des plateaux, de la toile, de tout ce que vous voulez. Ça arrive pendant un match où l'entraîneur aurait dû laisser passer le joueur parce qu'il y a cette adrénaline, il y a cette tension. Oui, ça peut arriver dans un match, mais ça aurait été plus sage de l'entraîneur de laisser le joueur comme il est sorti. C'est un joueur qui était sous pression. Ça aurait pu se régler dans le vestiaire. C'est un joueur qui était sous pression, c'est un joueur qui n'a pas réussi son match. Ouais, donc il était un peu hors de lui. Ça aurait été mieux de laisser rentrer au vestiaire. Et s'il y a des remarques à faire, on fera ces remarques au vestiaire. Alors, on va se projeter sur le mois de novembre. Et pour se projeter sur le mois de novembre, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien voilà, maintenant on va parler du mois de novembre. Le mois de novembre, des débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Ça va être d'autres adversaires, je le rappelle. Là, l'entraîneur, pour vous, vous l'avez dit, ça y est, il a tiré ses conclusions. Il a, disons, son équipe type. Il a encore le temps de le faire. Il va à tête reposée. La réflexion. Là, il va analyser les 2 matchs. Je pense face au Cap-Vert et celui-ci face à l'Égypte. Et avec réflexion, après réflexion avec son staff, je pense qu'il a déjà une idée de qui va être sélectionné pour les prochaines échéances, à commencer par le match face à la Somalie. Non, mais, récemment, dernièrement, il a fait une déclaration, il a dit « j'ai un problème de riche ouais. ». Donc pour lui, il a l'embarras du choix. Il y a l'embarras du choix. L'embarras du choix, mais l'embarras du choix par rapport à la composante humaine de l'effectif qui est entre ses mains. Mais en termes de performance, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été performants, des joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer comme il faut. S'exprimer comme il le veut lui. Et je pense là, peut-être qu'il va prendre en considération les différentes performances de la majorité des joueurs. D'ailleurs, il y a un joueur aujourd'hui qui a connu sa première sélection, on n'en a pas parlé, c'est Larossi. Mais bon, on ne va pas le juger sur... C'est trop tôt de porter un jugement de valeur. C'est trop tôt. Et Slimani qui a confirmé. Mais il a fait une bonne entame. 44 buts, oui, record absolu. Il y a l'ossature, il y a la défense, il l'a, le gardien, il l'a. Le gros chantier, c'est le milieu de terrain et l'attaque. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec Mandrea qui confirme. Sur, ça y est, il a sa défense, il la tient. Qui confirme. La ligne défensive, elle est quasiment surtout l'axe central où vraiment Mandi et Ben Sebaini forment une charnière complémentaire. À gauche, c'est Ait Nouri, je pense, qui va être titulaire. Et à droite, ça sera Attal. Donc après, le gros chantier, ça sera au milieu de terrain. Est-ce que ça sera une sentinelle? Est-ce qu'on jouera avec 2 récupérateurs? Est-ce que Ben Nassar sera de retour, qui a repris l'entraînement avec son équipe aujourd'hui? Est-ce que Ben Taleb fera son retour aussi? Donc comme l'a dit Toufiq, c'est un problème de riche. Il a l'embarras du choix. Après, il faut vraiment choisir les meilleurs au moment voulu. Mais le problème qui risque de se poser au niveau du milieu de terrain, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un ou 2 joueurs qui sont capables d'assurer une animation offensive. Les joueurs... Je pense que Aouar peut le faire, Toufiq. Je
pense. Oui, Hein. De ce que j'ai vu face au Cap-Vert, après, si on lui donne un peu plus de temps de jeu, je pense qu'il peut le faire. Avec le Cap-Vert, je pense déjà, je reviens sur le match du Cap-Vert, c'est un très bon choix, parce qu'il a entamé ces 2 dates FIFA par un adversaire qui est à la portée de notre équipe nationale. Et qui ressemble au Mozambique. À la portée, moi je me souviens que vous avez battu. Hein. Non, qui ressemble au Mozambique surtout. C'est le style de jeu. Donc je pense le choix, quand même, c'est pas le Sénégal et c'est pas l'Égypte. Tout à fait. Oui. Donc le choix de cette équipe, ça a mis en confiance l'ensemble de l'effectif. Ouais. Donc les joueurs sont bien exprimés durant ce match. D'ailleurs, on a marqué 5 buts. Et même en termes de prestations, je pense la prestation de la majorité des joueurs, elle était positive. Donc c'est une bonne chose à la veille d'un match aussi important de préparation contre l'équipe égyptienne. Donc contre l'équipe égyptienne, on a vu qu'il y a quelque part un blocage. Et le problème, à mon avis, numéro 1 de notre équipe nationale, il réside beaucoup plus dans l'animation offensive. Quels sont les joueurs qui sont capables d'assurer une animation offensive pour essayer de trouver des solutions à les problèmes tactiques posés par l'équipe adverse dans sa zone défensive. Donc là, je pense, c'est le souci, à mon avis, numéro 1 du coach national. Et je terminerai sur ces 2 matchs par cette remarque. Un gros mental également. On ne lâche absolument rien. On l'a vu également face à l'Égypte. Mené au score, il restait 10 minutes. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ils sont revenus au score. Ouais, tout donné jusqu'à la dernière minute. Et on aurait même pu l'emporter sur les dernières minutes. Alors, on a vu la dernière action entre Zorgen qui donne une passe en profondeur pour Slimani. Donc ça, c'est un mental qu'on a depuis un certain moment. Ne rien lâcher. Aller jusqu'au bout. Et ça se concrétise encore une fois. Encore une fois, Slimani en sauveur. Mais c'est bon pour le moral parce que terminer ce mois d'octobre avec une défaite, ça aurait fait mal un peu au groupe. Avant de débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde prévues au mois de novembre. Et puis juste après le mois de novembre, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, le tirage a eu lieu jeudi dernier. C'est des hauts et des bas. Tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, il a eu lieu en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui sera le théâtre de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie dans le groupe D. Retour sur ce tirage au sort et le groupe de l'Algérie, c'est signé Salah Faisal. Messieurs, merci. À 3 mois du début de l'aventure des Fennecs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023, l'Algérie connaît déjà ses adversaires. Les Verts évolueront dans le groupe D, domicilié à Bouaké, une ville située à environ 350 km de la capitale ivoirienne Abidjan. L'ancêtre qui accueillera les matchs de la sélection est appelé le Stade de la Paix, avec une capacité de 40 000 spectateurs, un stade rénové qui a abrité par le passé la CAN ivoirienne de 1984. Les Verts retrouveront ainsi Bouaké une nouvelle fois, après 40 ans, mais cette fois-ci avec 2 belles étoiles sur le maillot. Les Verts avaient joué dans cette ville lors de la CAN 1984, dans un groupe composé du Nigeria, du Ghana et du Malawi. Les coéquipiers de l'Akhdar Belloumi ont terminé 3e de la première édition ivoirienne. Pour la 34e édition de la CAN, le 11 national a hérité un groupe prenable, tiré aux côtés du Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. La mission des Verts semble facile, sauf que la dernière participation au Cameroun a été décevante, une élimination dès le premier tour avec aucune victoire enregistrée. Cette fois-ci, il y aura moins de pression. Les Verts évolueront dans la compétition, étant non favoris mais rêveurs. Nouvelle ère de la jeunesse, de la maturité et surtout du talent. La sélection nationale, il ira à domicile à la cité de la CAN R1 et s'entraînera sur le terrain du lycée classique. Les Fennecs entameront la compétition face à l'Angola le 15 janvier, après 14 ans depuis la dernière confrontation entre les deux sélections, à la CAN de 2010. L'Algérie disputera son 2e match face à un adversaire habituel, le Burkina Faso, le 20 janvier. Ce match est qualifié étant le plus difficile. Belmadi connaît par cœur son adversaire qu'il a déjà affronté lors des éliminatoires du Mondial 2022. Le Burkina Faso a terminé 4e lors de la dernière CAN. Le 23 janvier 2024, l'Algérie affrontera le Morabitoun, la Mauritanie. Cette rencontre est un match piège. L'équipe mauritanienne est redoutable, dirigée par Amir Abdou, qui a qualifié la Mauritanie à la 3e CAN de son histoire. Cette formation participera pour créer la surprise. L'Algérie disputera sa 20e CAN. L'objectif est clair, d'aller le plus loin possible et pourquoi pas décrocher une 3e étoile en Côte d'Ivoire. One, two, three, viva l'Algérie, Chaburi de la Coupe d'Afrique, c'était le slogan qui était revenu lors du dernier match contre le Cap-Vert. Sur le tirage au sort, Mauritanie, Burkina Faso, Angola, certains pourraient dire ça va jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso, mais je tiens à rappeler l'Angola qui avait représenté l'Afrique
au mondial de 2010. de 2006, pardon. Et 2010. 2010 également, Ouais. ils y étaient. 2010. C'est pour vous dire que ce ne sera pas chose facile pour ce. Non, mais on l'a vu sur la concernant dernière, sur ses la dernière futurs CAN. adversaires. Souvenez-vous, on a été battu par la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes ont progressé. Toutes les équipes ont leur mot à dire aujourd'hui dans les compétitions internationales, continentales. Donc on le voit, le Maroc qui est allé en demi-finale de Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Le Sénégal, champion en titre. Après, il y a des équipes qui partent avec la peau du favori. Et pour une fois, l'Algérie ne sera pas C'est vous qui le dites. favori. Non. Si. Considéré par tous les spécialistes comme favori. Je peux Pour vous moi, dire. non. Pour vous, non. Qu'est-ce que Et vous dites, j'espère Oufir ne pas y aller dans la peau du favori. Moi, je pense qu'à ce stade de la Vous compétition... faites partie des têtes de série, comment vous n'êtes pas Je favori? pense, Mohamed, qu'à ce Ça veut rien stade de dire. la compétition, toutes les équipes ont mérité leur qualification. Bien sûr. Et c'est des qualifications qui sont venues grâce à une performance Super réalisée. performance, Algérie. 16 points sur 18 Tout possibles. à fait. Ouais. Donc, c'est vrai que sur papier, on est des favoris avec le Burkina Faso. Mais moi, je suis toujours méfiant d'un match de football. Donc, tout dépend comment dirais-je, de la forme de notre équipe nationale le jour de la compétition. Parce qu'en football, ce qu'on craint, c'est beaucoup, non pas l'adversaire, c'est qu'on craint qu'on sera pas vraiment présent durant cette tournoi. compétition. Donc, si notre équipe nationale est bien préparée et elle est présente dans ce tournoi, on va confirmer ce qui est sur le papier. Donc, mais les autres équipes aussi, n'oubliez pas que notre équipe nationale est une source de motivation pour l'ensemble de nos adversaires. Donc, les choses seront qu'il faut battre un petit peu dans ce tout à groupe. fait Après, compliquées. quand on voit le tirage complet, on s'en sort bien. Non, C'est- je vais vous dire, il y a des par rapport groupes au groupe C, c'est le Sénégal, groupe de la mort. Cameroun, Guinée. Et la Gambie, qui monte fort et qui monte en puissance ces dernières années. Donc vraiment, on Vous s'en avez le sort. groupe E également, Oui. avec la Tunisie, La le Mali, Tunisie, le et Mali, l'Afrique on du s'en Sud. sort plutôt pas mal. Le Mali qui retrouve la Tunisie pour la troisième fois Ouais. consécutive. Et ils ne se quittent pas. Ouais, ils savent Alors, bien. messieurs, on va revenir, on va rester sur cette Coupe d'Afrique des Nations, mais les réactions. Tout d'abord, avec l'ancien buteur des éléphants, Didier Drogba. Non, on a un très beau pays. La Côte d'Ivoire est une nation de football. La Côte d'Ivoire est une nation hospitalière. D'organiser une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, chez nous, c'est exceptionnel. C'est vraiment une fête. On est heureux de vous recevoir. On est heureux de recevoir toute l'Afrique et le monde entier. C'est la plus belle des compétitions pour tous les Africains. C'est le trophée. Pour moi, j'ai été inspiré par des Roger Mila, par des Youssouf Fofana, des Gadji Seli. Et beaucoup d'autres joueurs encore. Et nos légendes se sont révélées dans ce tournoi. Et Laurent Pokou, par exemple, pour ne citer que lui, et d'autres encore. Mais pour nous, c'est la fête du football africain. Et vraiment, vraiment, on est prêt pour accueillir le monde du football, le monde dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Ça sera pour nous un privilège de recevoir autant d'invités en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, CAN à domicile, une équipe jeune qui a envie de réussir, qui a envie de faire de belles choses, et puis un entraîneur qui doit encore prouver au niveau international pour sa première internationale avec la Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire que ça ne sera pas facile. La Côte d'Ivoire, c'était un pays qui nous avait réussi en 1984. L'Algérie avait été en demi-finale. C'était une Coupe d'Afrique des Nations à 8. Elle avait été éliminée en demi-finale au pénalty. C'était Gendouzi qui avait raté le pénalty contre le Cameroun, comme par hasard, la bête noire de l'Algérie. Sur le tirage au sort, on écoute Djebel Belmadi. Il y a une compétition qui se joue effectivement contre les adversaires, mais en interne aussi, il y a la concurrence. Donc on va réfléchir en fonction de cette date-là pour la date prochaine et en fonction de la date prochaine pour la Coupe d'Afrique, pour créer notre groupe. Donc le tirage, il n'y a aucune petite équipe maintenant, c'est très très clair là-dessus, très très clair, hein, on le voit à chaque date FIFA, des soi-disant petites équipes qui mènent la vie dure aux soi-disant grosses équipes aussi, aux grosses nations du football. Donc on va bien sûr étudier toutes ces équipes-là. On sait que le Burkina Faso, c'est une équipe plus que solide et plus que sérieuse. Mais toutes les équipes, franchement, toutes les équipes progressent, toutes les équipes sont à craindre, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Par exemple, le Mozambique n'a perdu que 15-0 par exemple chez eux contre le Sénégal.
Donc voilà, encore une référence. Il y en a tellement, il y en a toutes les dates FIFA. Donc on va bien se préparer, prendre au sérieux tout le monde, avec beaucoup d'humilité. C'est le moins qu'on puisse faire. Voilà concernant le tirage au sort. Et puis, pour être complet sur l'équipe nationale, on a parlé d'un joueur, Youssef Attal, qui va être écouté par la commission d'éthique de la Fédération française de football, dont les politiques sur Nice, la commission d'éthique et la commission de discipline. Et il y a une ouverture d'une enquête judiciaire. Ouais. Je le dis, ces réactions sont condamnables. Pourquoi elles sont condamnables? Parce qu'on regarde, les Européens regardent seulement de leur prisme. Pourquoi ils ne se regardent pas? Personne n'a parlé de la situation en Palestine pendant 15 ans. Alors que Gaza, c'est vraiment l'apartheid, c'est vraiment une prison à ciel ouvert où vivent les Palestiniens. Et personne en Europe n'a trouvé à redire, à condamner Israël. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai, il y avait l'intifada, mais l'intifada, c'était avec quoi? C'était avec des pierres. Mais une fois que les Palestiniens ont acquis la technologie, ont attaqué Israël pour se défendre, pour leur indépendance, pour retrouver leur territoire. Il est évident, il y a Youssef Attal, il y a un champion du monde égyptien de natation, tous les sportifs du monde arabe sont touchés par ce que vit la population de Gaza, qui aujourd'hui, plus d'1 million de personnes ont été obligées de quitter les lieux où ils habitent. Quand des enfants sont tués, quand des enfants meurent sous les bombardements de l'armée israélienne, et ça choque personne. 75 ans que la Palestine vit cette situation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'en prendre à Youssef Attal, c'est un mauvais procès qu'on est en train de faire. Mauvais procès dans un pays qui se dit des droits de l'homme. Mauvais procès, pourquoi? La liberté de penser. Moi, je me souviens quand on disait « il faut être tous Charlie ». À l'époque, oui, la liberté de penser pour certains et pas pour d'autres. La liberté d'opinion pour certains et pas pour d'autres. Et c'est ça l'injustice. C'est ce que n'accepte plus aujourd'hui le monde arabe face à l'Occident. Voilà ce que je voulais dire, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Et vous faites bien de le dire, Marmal. Il vient à point nommé. Moi, ce que je voudrais dénoncer aujourd'hui, c'est la politique de 2 poids, 2 mesures. Quand on parle de la cause palestinienne aujourd'hui, on a affaire à un génocide. Vous l'avez dit, c'est des enfants qui meurent, c'est des civils qui sont tués par des Israéliens. On ose regardez l'image de Attal, il a pris position. Aujourd'hui, on a son image. Mais c'est son cœur, c'est l'émotion, c'est ce qu'il... Moi, la cause palestinienne, c'est dans l'ADN de l'Algérien. C'est dans les veines. C'est tout, voilà. Aujourd'hui, Attal a juste manifesté sa position. C'est une prise de position. C'est une prise de position naturelle. Et ça devrait ne pas être puni. Pourquoi? Parce que un passé pas si lointain que ça, il y a eu l'Ukraine. Tout le monde a levé la voix, a levé le petit doigt, a fait quelque chose pour l'Ukraine. Les championnats européens se sont solidarisés avec l'Ukraine, avec la cause ukrainienne. Pourquoi ne pas le faire avec la Palestine? Aucun ne l'a fait avec la Palestine. Aujourd'hui, Youssef Attal est pris à partie par des journalistes qui sont allés très loin. Moi, j'appelle ça ils ont clochardisé, si vous voulez. C'est un torchon qui ponte, ce n'est pas une revue de presse. Et contrairement à ce que peuvent penser les autres fédérations, les autres championnats, aujourd'hui, Youssef Attal est seul. Quand on sait où il est, il a été menacé de mort, il est à Nice. Il y a un joueur également du Bayern de Munich qui a pris position. Non, je parle du championnat de France. Oui. Il est à Nice. Quand on sait les positions de cette ville sur le plan politique, sur les dernières élections, on connaît cette région. Donc aujourd'hui, je pense que la liberté devrait être accordée à tout le monde, libre et indépendante. Voilà, très bien. Ça, c'était notre coup de gueule. Non, le plus beau, c'est qu'il s'est manifesté à Attal en portant les couleurs nationales durant un match de l'équipe nationale. Donc non, il a porté l'écharpe de la Palestine plus un post sur Instagram. Mais il est libre de le faire. Il est libre de le faire. Mais du coup, donc il ne l'a pas fait au nom de son club, il ne l'a pas fait en portant les couleurs de son club, il l'a fait en portant les couleurs de son pays, et aussi il est libre de poster ce qu'il veut. C'est ce que dit. Et il a été pris à partie par le maire de Nice, Estrosi, qui a demandé c'est ce qui est encore plus grave. Alors, on va terminer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On va se tourner vers vous. Tofik Kholichi, aujourd'hui, va nous faire un beau cadeau. Vous nous dites que c'est l'entraîneur de l'USMA d'Alger aujourd'hui? Cadeau. Non, sérieusement, la presse l'a annoncé. La presse, si vous avez lu aujourd'hui... Donc, c'est un nom qui figure sur la liste des entraîneurs. Des noms. Il y en a un qui a été annoncé, c'est Garrido? Garrido, non, il figure sur la liste des entraîneurs qu'on a contactés. Est-ce que c'est lui qui tient la corde?
Ben, il y a 3 qui tiennent la corde et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore finalisé avec les 3. Bien sûr, si on reste sur un entraîneur, peut-être qu'à la dernière minute, on ne va pas se mettre d'accord sur 1 ou 2 points. Vous êtes toujours en phase de négociation? Tout à fait. Très bien. Le départ de Benchikha vous a surpris ou pas? Ben, sincèrement, il m'a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à son départ, puisque juste après le match de la JSK, il a envoyé un message dans le groupe WhatsApp en encourageant les joueurs et il leur a fixé rendez-vous pour la reprise. Et on va être clair, moi je vais avancer rapidement avec vous. On va être clair, cette histoire de supporters qui s'en sont pris à Benchikha, c'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est à lui de confirmer tout ça. Il a dit non, il n'y a pas eu. Il a expliqué. Ben, quand on voit, quand il dit Benchikha que mes enfants, ils pleuraient, ils me demandaient de démissionner. Ouais. Parce qu'il a eu la Coupe d'Afrique et la Supercoupe. Donc c'est une autre raison. Peut-être que lui, il pourra l'expliquer encore mieux. Mais il y a une raison qui l'a poussé. Moi, je ne vais pas incriminer les supporters de l'USMA. Et peut-être que... la pression. Pardon? La pression. La raison. Ben, je ne sais pas, c'est à lui d'expliquer tout ça. Nous, l'essentiel, c'est qu'on a été surpris. Moi, je vais le dire franchement. Moi, j'ai vu son intervention sur les réseaux sociaux. Il a fait une intervention, sa vidéo. Il n'est pas clair. Ouais. Moi, je n'ai pas compris. Vraiment, je n'ai pas compris. C'est flou. C'est encore flou. C'est pas clair. J'ai pas compris. Ben, ce qu'il a dit, c'est qu'il était convaincu sportivement et professionnellement de déposer sa démission. Donc les raisons peut-être qu'il y a d'autres raisons. Je vais vous poser la question. Non, ne me dites pas d'autres raisons, parce que quand vous dites d'autres raisons, le téléspectateur qui est en train de nous suivre, on est en train de vous brouiller encore. Moi, je vais vous poser des questions claires. Vous êtes technicien, vous vivez à l'intérieur. Est-ce que peut-être Benchikha s'est dit à un moment donné, j'ai gagné la Coupe de la CAF, j'ai gagné la Supercoupe, en championnat à la reprise, ça n'avance pas. Est-ce qu'il ne s'est pas dit peut-être, j'ai pas les moyens de débloquer, je trouve pas les solutions, j'ai pas les moyens de débloquer. On est en début de saison, ce n'est que 2 matchs. 2 matchs, dans quelles conditions on a joué les 2 matchs? Juste après la Supercoupe avec un long voyage. Mais je dis peut-être qu'il s'est posé la question, peut-être qu'il s'est dit j'ai pas les moyens de débloquer la situation. Bon, peut-être qu'il voit le groupe ne pas avancer. Mais ça je peux pas le constater. C'est à lui de confirmer ou je ne sais pas. Lui, il a vu, il nous a surpris, il est venu à l'entraînement, il nous a surpris par sa démission. Ça y est, moi je suis plus, il m'a dit comme ça, je ne suis plus motivé. Ah bon, s'il n'y a plus de motivation. Il m'a dit, je n'ai plus de motivation. Les raisons de ce manque de motivation, peut-être... Alors je vais me tourner vers vous, vous avez été clair, net et précis. Tout de suite, vous avez dit, un entraîneur étranger. La piste locale ne vous satisfait plus? Bon, sincèrement, il ne faut pas... Les ambitions de l'USMA... Je vous pose la question. Oui, allez-y. Attendez, je continue. Chaque chose a ses raisons. Les ambitions. Donc, les ambitions du club, maintenant, vous savez qu'on joue, on est qualifié à la phase des groupes de la CAF. On vise de participer à une Champions League. Nous avons un championnat, nous avons une Coupe d'Algérie. Et ça ne peut pas se faire avec un local. Bon, un local, je vais être sincère. Quels sont les entraîneurs qu'on peut atteindre avec qui peut-être on peut atteindre nos objectifs qui sont très importants. Quels sont les objectifs qui sont libres? C'est vous qui étiez DTN, moi je ne suis pas DTN. Lesquels par exemple si vous avez... Pardon? Lesquels par exemple? À qui vous pensez? Qui a ce profil-là? Il y a 3 entraîneurs qu'on a contactés qui ont le profil. Vous savez que... Local. Pardon? Local. Local, sincèrement, on n'a pas pensé à un entraîneur local. Donc pour vous, il n'y a pas un local qui a ce profil? Bon, c'est une responsabilité du conseil d'administration. Mais moi, personnellement, si j'ai pensé à un entraîneur local, j'aurais préféré que Zmiti continue, qu'on donne la chance à Zmiti de continuer. Et comme Zmiti, il est hésitant, donc on était obligé de ramener un entraîneur qui a l'expérience d'avoir la compétition africaine et d'avoir travaillé au moins au niveau du Maghreb. Donc il y a 3 entraîneurs maintenant qui sont sur la liste. Vous revenir sur ce que vous disiez par rapport aux objectifs offerts. Est-ce que vous aujourd'hui, qui êtes à l'intérieur et en interne entre vous, est-ce que vous pensez que l'effectif qu'a l'USMA aujourd'hui est capable d'aller chercher, au vu de ce début de saison qui est mi-figue mi-raisin, cette victoire vous a fait du bien face à Khenchla. Est-ce que vous pensez que l'USMA a l'effectif pour aller décrocher une place en Champions League? C'est un effectif qui a été choisi par le coach Benchikha. Oui, justement, donc, il connaît Benchikha, il connaît très bien l'ossature de l'année dernière.
Donc, il nous a dit de convaincre les joueurs de rester. C'est ce qu'on a fait. Et aussi, il a fait des recrutements. Il l'a si bien dit une ou deux fois. Il a dit qu'on a pensé beaucoup à ramener des joueurs pour assurer la profondeur du banc de touche. Donc, il y a déjà une ossature qui existe. Il a pensé beaucoup plus à des Donc, vous joueurs. avez une équipe renforcée. Au doubleur. Pardon, il a Vous avez une renforcé. équipe renforcée. Il a renforcé. Donc, c'est des joueurs que lui-même a choisis. L'ensemble des joueurs. Très bien. Et les joueurs qui ont été libérés, c'est Béchirka qui les a libérés. Les joueurs qui nous a demandé de les maintenir, on les a convaincus Abdelhak. de se mettre. Donc, Vous avez une bonne équipe. attendez, pour répondre à la question, Oui. donc Abdelhak, il a fait 2 coupes d'ACAF. Récemment, il a fait une super coupe. Donc, il sait très bien quels sont les besoins de l'USMA pour atteindre les objectifs. Merci. Donc, ça a été fait par rapport à ça. Rendez-vous en fin de saison. Rendez-vous en fin de saison. Merci une nouvelle fois, Tawfiq Qureshi. Je rappelle que du côté du CRB, ça y est, c'est officiel. Paqueta est de retour. Tawfiq Qureshi, merci. Sid Ahmed, merci une nouvelle fois. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée.